édition d'information sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, opération de collecte de fonds pour l'effort de guerre. Les observateurs avertis recommandent la traçabilité, la transparence ainsi que la reddition des comptes de tout cet argent qui est collecté de par le Cameroun pour éviter de tomber dans le piège de l'opération Coup de cœur, se rappelle-t-on, de 1994, à l'endroit des lions indomptables. Et à l'étranger, le Nigeria ferme ses frontières maritimes et terrestres. La décision du président Goodluck Jonathan vise à assurer le bon déroulement des élections présidentielles et législatives prévues. Samedi prochain, en France Sport Football, les Lions indomptables assurent le minimum contre l'Indonésie. Les poulains de Folkefinke se sont imposés 1-0, c'était ce matin, en match amical. Et je rappelle que dans la deuxième partie de ce journal, nous allons parler de la sécurité dans la sous-région Afrique centrale, avec notamment l'implication du Tchad dans la lutte contre Boko Haram. Un conseiller à la présidente de la République tchadienne est notre invité. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Opération de collecte des fonds pour soutenir la guerre. Il y aura lieu d'instaurer la transparence, la traçabilité ainsi que la reddition des comptes de tout cet argent ainsi que des denrées alimentaires collectées de par le Cameroun. Et bien de l'avis du politologue Alain Foguet, c'est la meilleure façon de crédibiliser cette opération. Il réagit dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Des denrées alimentaires en cascade, des collectes de fonds en n'en point finir et même des prières à longueur de journée. L'appel à la participation à l'effort de guerre a touché les Camerounais qui à l'unisson font le geste qui sauve. Mais seulement, depuis le lancement de l'opération, un mystère total entoure la collecte et la gestion des différentes contributions, qu'elles soient financières ou en nature. Une habitude camerounaise que dénonce le politologue et enseignant en stratégie militaire, Dr Alain Foguet. La culture de la reddition des comptes qui n'est pas très ancrée dans nos mœurs, dans nos pratiques publiques, que cette culture de la reddition des comptes gagne ceux qui sont en charge de la gestion des denrées alimentaires, de l'argent collecté pour, dit-on, soutenir le front. Parce qu'en tout état de cause, il faudra à un moment faire le point sur les denrées qui ont été collectées, leur destination. Il est nécessaire de mettre de la transparence dans tout ça. Même si à titre personnel, nous pensons qu'on aurait pu faire autrement. Pour l'homme politique, l'absence de traçabilité et de transparence observée jusqu'ici risque de faire le lit des dérives souvent dénoncées. On espère simplement que ceux qui sont en charge de cette affaire sont tout à fait conscients du risque qu'ils prennent en levant les fonds de cette façon-là et que par conséquent, ils préparent tous les éléments comptables et les éléments de traçabilité pour pouvoir se justifier un jour si jamais ils sont interpellés sur la gestion de ces fonds. Et il faut aussi dire que tel que c'est fait, ça ouvre la possibilité à des arnaques organisées par des personnes mal intentionnées, même si au sommet de l'État, ceux qui l'ont engagé n'avaient pas pour intention de distraire cet argent, mais au final, ils seront comptables de tout ce qui adviendra de la gestion de cet argent. Avec cet élan de cœur, doublé de la solidarité agissante qu'a suscité l'appel du chef de l'État, il serait temps, pense Alain Foguet, que ceux qui sont en charge de la gestion de l'effort de guerre rendent au moins compte de ce qui a été fait jusqu'ici. Si tant est que cet effort de guerre est bel et bien l'effort de tous les Camerounais, sans distinction. Eh bien, alors que l'enthousiasme de l'opération Coup de cœur à l'endroit de nos soldats, au fond, du côté de l'extrême nord Cameroun bat son plein, le mauvais souvenir du coup de cœur de la Coupe du Monde 1994, ainsi que d'autres opérations restent vivaces dans les mémoires des Camerounais. Voici quelques cas des opérations du genre organisées au Cameroun avec Gizogo. Au moment où la mobilisation générale est sonnée pour soutenir les soldats camerounais au front contre Boko Haram, avec l'octroi de divers dons, y compris les espèces sonnantes et trébuchantes, les mauvais souvenirs des opérations précédentes de ce type restent dans les esprits. Il s'agit notamment du coup de cœur de 1994 lors du mondial de football aux États-Unis,
Chaque Camerounais devait fournir une espèce d'effort de guerre pour les Lions indomptables. Le ministre de la Communication de l'époque, en Mondiovision, annonçait aux Camerounais que l'argent destiné aux Lions indomptables n'avait jamais atteint les bénéficiaires. Une affaire qui venait s'ajouter à d'autres cas, à l'instar de celui relatif à la catastrophe du lac Nyos en 1986. À cette occasion, le ministre de l'administration territoriale de l'époque et ses proches s'étaient accaparés la plupart des dons au détriment bien sûr des victimes. Dans le même ordre d'idées, les récriminations sont courantes lorsqu'il s'agit de gérer les dons destinés aux victimes des catastrophes naturelles. De la sorte, les Camerounais perçoivent ces initiatives avec suspicion. Aucun commentaire n'a été fait. Le mot du ministre de la Communication contre Communier à l'époque s'apparentait plus à la lecture de l'évangile. Écoutez, on lit l'évangile, pas de questions à poser, c'est la vérité, un point trait. Et donc il est normal qu'il y ait un sentiment de suspicion. Celle en cours sur Boko Haram pourrait cependant trouver des circonstances favorables parce que n'étant pas initiée par le gouvernement. Passer là pour nous éduquer, et c'est plus l'initiative du gouvernement qui invite les Camerounais à participer à l'effort de guerre. Donc l'initiateur et les modes de participation ont changé, ce fait que bien on observe donc un certain engouement. Pour le moins, le sort des opérations coup de cœur reste à réinventer au Cameroun. Eh bien, dans le cadre donc des exactions causées dans la partie septentrionale, dans le cadre de la guerre contre Boko Haram, ce coup de pouce de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun, elle qui vient d'octroyer 4 milliards de francs CFA, cet argent devait donc permettre le financement de l'intégration socio-économique des jeunes défavorisés de l'extrême nord Cameroun, mais également au renforcement de la protection civile. Annonce faite ce jour à Yaoundé par le directeur Afrique de l'Union européenne au cours d'une rencontre avec les hommes de médias. Le compte rendu de Marcelin Ganson. La situation qui prévaut en ce moment dans la partie septentrionale du Cameroun touche le cœur de l'Union européenne. Elle annonce pour bientôt une aide de 6,3 millions d'euros, soit un peu plus de 4 milliards de francs CFA, pour appuyer les efforts des pouvoirs publics dans la région de l'extrême nord. L'on doit permettre de renforcer les capacités opérationnelles de la protection civile, notamment le corps des sapeurs-pompiers et la police des frontières, avec un budget de 4 millions d'euros, ça veut dire 2,6 milliards de francs CFA. Tandis que le second vise à favoriser l'intégration socio-économique des jeunes défavorisés dans la région de l'extrême nord, un montant de 2,3 millions d'euros, ça veut dire 1,5 milliard. Ces outils doivent viser notamment à renforcer les forces de protection civile, surtout au nord du pays, à améliorer les infrastructures de base dans l'extrême nord ou encore à combattre la grande pauvreté dans la zone de lac Tchad. Le soutien de l'Union européenne tient au fait que la guerre contre Boko Haram ne va pas se gagner uniquement sur le terrain militaire. Il y a également un réel défi de développement à relever dans cette partie du pays qui fait face à un déficit criard d'infrastructures scolaires et sanitaires. Pour ne citer que ces deux domaines sensibles. La situation dans l'extrême nord nous rappelle à quel point il est primordial que le développement du pays intègre au maximum toutes les régions et toutes les composantes de la société camerounaise. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne se tient aux côtés du gouvernement et du peuple camerounais pour relever ces défis. La mission interservice de l'Union européenne est attendue dans la région de l'extrême nord, précisément au camp de réfugiés de Minawao. Cette visite sera également mise à profit pour identifier les priorités de l'enveloppe que l'Union européenne va mettre à la disposition du Cameroun. A signaler que le soutien aux régions défavorisées est au centre de la stratégie du 11e Fonds européen de développement d'un montant de 185 milliards de francs CFA. Un nouveau programme pour le développement rural destiné en grande partie à la région de l'extrême nord est également en préparation entre l'Union européenne et le gouvernement camerounais.
En économie, l'harmonisation et la professionnalisation des procédures sont une nécessité au port autonome de Douala s'il veut atteindre un seuil de compétitivité acceptable. C'est du moins l'avis de la Banque mondiale qui a réuni ce jour à Douala plusieurs acteurs de la place portuaire en vue de la dématérialisation des procédures du commerce extérieur. Étaient à cette rencontre nos reporters Dani Warenzede et Sylvestre Zangaou. En plus de la congestion décriée depuis plusieurs mois au port autonome de Douala par les opérateurs économiques, bien d'autres goulots d'étranglement empêchent la fluidité des transactions sur cette place portuaire. Il y a la lenteur administrative, l'engorgement de la procédure est énorme, il y a plusieurs documents à fournir, lesquels documents qui ne sont pas récupérables tous au même endroit. Une situation qui a bien des conséquences. Il y a au moins 15 navires porte-conteneurs qui attendent à la base. Le séjour à la base maintenant c'est à peu près 3 semaines à 1 mois. Quand un navire fait la base 3 semaines, 1 mois, c'est presque 35 000 € par semaine. Environ donc 23 millions de francs CFA. De l'urgence signalée de la dématérialisation des procédures prônée par la Banque mondiale qui a réuni ce mercredi 25 mars 2015 à Douala autour du guichet unique de nombreux opérateurs économiques pour accentuer le processus de la dématérialisation au port autonome de Douala. La Banque mondiale à ce sujet a d'abord fait le diagnostic des problèmes à résoudre dans l'urgence. La compréhension des procédures à mettre en place, de rendre ça aussi aux normes internationales, la place logistique qu'il faut aussi améliorer et faire avancer, la coopération et la synergie entre les différents intervenants sur la place portuaire, le mettre au même niveau, le renforcement de la capacité, la cohérence avec ce qui est fait au niveau international. Depuis 2007, la Banque mondiale a investi un peu plus d'1 milliard de francs CFA dans le projet de la dématérialisation des procédures du commerce extérieur au port autonome de Douala. En 2015, moins de 15% des objectifs ont été atteints. Eh bien, le calvaire des usagers du paysage des DEA se poursuit. Eh bien, l'axe qui relie l'entrée à la sortie de ce poste de paysage est dans un piteux état. C'est du moins la conséquence de plusieurs accidents enregistrés en ces lieux, comme l'indique ce reportage de Rodrigue Ngassi et Sandine Babou. Ce gros porteur retourné paye les frais de cette chaussée dégradée au lieu du paysage d'Edea dans le département de la Sanaga-Maritime. Le chauffeur du camion a été fauché dans sa manœuvre par un autre pris au piège de ses nids de poules. À l'entrée, on a des situations. Sorti, c'est le même drame. On vient, on trouve un camion qui est garé ici. On dit que c'est le démarré qui est grillé. Là-bas aussi, c'est la même situation. Il y avait un 20 pieds là qui voulait se mettre par terre. Maintenant, nous sommes traversés. Nous, on ne sait pas de quel côté aller. C'est ici qu'on a dit peut-être qu'on va passer ici. On a pris les directions, c'est le même bêtise, le camion vient de se coucher. Nous, on est dépassés. Des accidents de ce type ne se comptent plus aux entrées et sorties du poste de paysage d'Edea. À en croire ses usagers, les agents ont reçu de l'autorité l'ordre d'interrompre leur activité jusqu'au lancement des travaux de réaménagement de cet axe. Seulement, rien n'est fait, ces derniers se disent victimes d'arnaques. On paye tous les taxes, que ce soit les taxes à l'huissier, que ce soit les vientres, les 100 000, que ce soit les trucs de BGFT, on paye. L'État nous demande de payer, on paye tous les papiers, on a payé. Il y a un commandant qui est parti avec les papiers, depuis hier. Il paraît qu'il travaille ici au niveau de bascule, depuis hier. Le constat était fait ou pas, on ne sait même pas. Impossible de vérifier ces propos en l'absence du personnel. Bureaux et guichets restaient fermés. Qui gît sur la voie publique perturbe considérablement la circulation, obligeant les automobilistes aux déviations. La suite du journal, c'est avec les ressortissants de la République démocratique du Congo qui vivent à Douala, qui sont en colère. Et ils s'opposent à la nomination d'un Camerounais à la tête de cette institution diplomatique. Ils proposent plutôt leurs compatriotes pour conduire leurs affaires. C'est dans ce reportage de Renze 2 et Oriol Choumi. Nous sommes fatigués. Nous on parle ici, on est fatigués. On a besoin qu'un Congolais qui reste ici, il prend notre comme notre maman. Il y a un Congo.
Ils sont une cinquantaine à avoir pris d'assaut la résidence du consul honoraire de RDC à Douala-Bonapriso pour manifester leur colère face à ce qu'ils considèrent comme une confiscation de leur consulat honoraire par certains Camerounais. Nous ne voulons pas ce que nous avons entendu là. Nos amis qui sont venus nous inviter pour dire que non, il y a un consul étranger qu'on a mis, nous ne voulons pas. Ce que nous disons, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, prenne ce cas au sérieux. Le Congo a déjà eu trop de problèmes à cause des étrangers, à cause de l'ingérence. L'homme congolais, il est là pour diriger son problème. Ce n'est pas une autre personne, soi-disant de d'autres pays, qui vient pour présenter notre problème de notre pays. Ils revendiquent à cri à corps que Mme Angélique Ngaloula soit leur consul. Ils disent d'elle qu'elle a toujours été à leur chevet. Il y a des Congolais valables au Cameroun pour être consul. Et voilà, nous avons trouvé quelqu'un qui a toujours été à côté de nous. Notre maman, elle est même sur la main. Nous voulons que ça soit elle qui nous représente et qui représente nos intérêts. Une doléance que celle qui vit au Cameroun depuis un peu plus de 30 ans accepte volontiers. Ils m'ont parlé beaucoup des problèmes. Ils ont des problèmes de cartes de séjour et ils ont des cartes consulaires. Je ne sais pas pourquoi je ne dois pas être là. J'aimerais défendre mes frères. On rappelle, il y a 25 ans, un conflit du même genre avait déjà opposé le consul honoraire Jean-Marie Mvogo à certains adversaires. Jusqu'à ce jour, l'exéquatur du consul honoraire Jean-Marie Mvogo n'a toujours pas été retiré. La nomination de Bertrand Foba ce jeudi 26 mars 2015 pose, selon ces Congolais de Douala, un problème aussi bien de forme que de normes. Une belle transition du consul honoraire de la RDC à Douala. Nous nous rendons au Nigeria avec cette décision du président Goodluck Jonathan qui a ordonné la fermeture des frontières maritimes et terrestres jusqu'aux élections présidentielles et législatives prévues samedi prochain, ainsi indique le ministre de l'Intérieur. Eh bien, cette mesure, comme nous devons en principe le voir en image, a été prise pour permettre le déroulement pacifique des élections nationales à venir. Donc, le communiqué, eh bien, on note que les dernières élections présidentielles et législatives de 2011, on note environ 1000 personnes sont mortes lors des affrontements post-électoraux suite à l'annonce de la victoire de Jonathan contre Muhammadu. Voilà, entre autres, ce qu'on peut dire sur cette actualité autour du Nigeria. Et on poursuit avec cette fois-ci de nombreuses questions, encore ce soir, au lendemain du crash de l'Airbus de la Germanwings, une catastrophe aérienne qui a fait 150 morts. On n'en sait toujours pas plus sur l'origine de l'incident. Le bureau Enquête-Analyse n'a pas donné beaucoup d'informations tout à l'heure lors de sa conférence de presse. Ce que l'on peut dire, c'est que l'une des boîtes noires est toujours en cours d'analyse et que l'autre boîte noire n'a toujours pas été retrouvée. Et place à présent aux informations sportives. On parle des Lions Indomptables, premier match des Lions Indomptables avant la CAN, après la CAN décédante de la Guinée équatoriale. Eh bien, les poulains de Volker Finke ont fait réaliser un score minimum, 1-0, une réalisation de Vincent Aboubakar. Les temps forts de cette rencontre avec Emos Fongor et RVK. 2 mois après l'humiliation à la CAN Guinée équatoriale 2015, avec à la clé une piètre 13e position sur 16, les Lions Indomptables du Cameroun ont retrouvé l'air de jeu dans un match amical contre l'Indonésie ce mercredi. Dans un stade de Guelora Delta de Sidoardio qui résonne creux, l'entraîneur Volker Finke, coincé par l'arrivée tardive de plusieurs joueurs 4, est contraint d'aligner dans le 11 de départ le bleu d'Anindich qui évolue en seconde division au club sportif Rigan en Espagne. En l'absence du capitaine Stéphane Tundich et de son premier vice Eric Massim Choupo-Moting, c'est Vincent Aboubakar qui aborde le brassard de capitaine. Les Lions Indomptables du Cameroun démarrent péniblement la partie. Après 30 minutes de jeu haché, sur un raid de Henri Bedimo, à la 34e minute, Vincent Aboubakar, qui s'est défait du marquage, inscrit l'unique but de ce match amical contre l'Indonésie. Après cette courte victoire, les Lions Indomptables du Cameroun vont disputer lundi prochain le deuxième et dernier match amical contre la Thaïlande à Bangkok.
Eh bien, nous restons dans le sillage de la Coupe d'Afrique des Nations pour dire que le Cameroun affûte ses armes, dans le cadre de l'organisation des CAN 2016 et 2019. On a donc noté la descente dans la ville de Douala de la commission de préparation qui a annoncé que le stade de la réunification va bientôt connaître des travaux de réfection. Une annonce qui est loin de convaincre les observateurs qui y voient du bluff, puisqu'il y en a déjà eu plusieurs annonces du genre, mais rien n'a bougé. Daniel Warren Z2 et Ike Cyril ont rencontré certains de ces sceptiques. Suivez plutôt. Stade de la réunification de Douala. L'édifice n'est plus que l'ombre de lui-même. Les sièges à la tribune officielle n'existent presque plus. La charpente ne tient plus qu'à un fil. Les cabines de reportage sont en état de délabrement avancé. Mais dans la perspective des CAN 2016 et 2019, le stade, construit il y a plus de 4 décennies, recevra un coup de pinceau. Le relevé de dégradation et les études géotechniques. À partir de ces études, nous allons monter les dossiers techniques de l'ouvrage en intégrant les spécifications et les normes CAF. La visite d'inspection du comité de préparation des CAN 2016 et 2019 n'est pas la première au stade de la réunification. Plusieurs descentes sur le terrain ont eu lieu par le passé, mais la cuvette de Bépanda est toujours restée dans son état de décrépitude. Nos dirigeants nous ont déjà habitués à tous ces effets d'annonce. J'ai même comme l'impression qu'on met plus d'accent sur ce qui est apparent là, qu'on peut nous présenter comme étant du travail qui est effectué, au lieu de se consacrer à travailler effectivement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chantiers en retard. On en a qui démarrent, qui ne s'achèvent pas. Malheureusement, la coutume au Cameroun depuis quelques années, au lieu de travailler, on fait croire qu'on travaille. Impossible de disputer des matchs en nocturne à Douala. Les pylônes pour l'électrification du stade sont en panne depuis belle lurette. Tout comme le tableau d'affichage qui a cessé de fonctionner, les cuvettes pour recueillir l'eau à l'arrière de la tribune officielle sont désuètes. Mais des travaux de réfection sont annoncés afin que cela ne relève désormais que du passé. Nous comptons rénover le stade en mode EPC. Mode EPC, ça veut dire quoi? Ça veut dire conception-réalisation. Donc, il nous faut au moins les études détaillées. Donc, à partir de ces études détaillées, nous allons commencer les travaux de réalisation et au fur et à mesure que les travaux avancent, d'autres études plus détaillées pourront se réaliser, quoi. Explication peu convaincante, selon des observateurs. S'appuyant sur des expériences du passé, ils n'y voient que du bluff. Le gymnase de Bépanda qui est tombé l'autre fois, on a déjà fait quelques études, on n'a toujours pas fini. Les routes, axes lourds, etc. On fait devant quelques terrassements et après on ne vous en parle plus. Le pont sur le Vouri s'est arrêté pour telle ou telle raison. Chez nous, on a un problème de ce côté-là. On aime les grandes annonces pompeuses, solennelles devant la presse pour dire que regardez comment je travaille. Mais en réalité, vous ne pouvez pas bluffer tout le temps. La réalité vous rattrape. Dans un proche avenir, le Cameroun va abriter 2 compétitions majeures. La CAN de football féminin en 2016 et la CAN senior messieurs en 2019. Des travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures sportives devront être menés à temps afin que le pari soit relevé. Intéressons-nous à présent à la gestion administrative des équipes nationales de football au Cameroun où le mal est toujours profond et ce malgré l'existence des textes juridiques qui encadrent cette gestion. Le cas du joueur des Lions Espoir abandonné à Harare au Zimbabwe en est une parfaite illustration. Les détails avec Joël Essengue et Yannick Mbazoua. Un texte équilibré en apparence, sauf qu'un élément avait échappé aux stratégies de l'État. Le bicéphalisme conférait la gestion technique des sélections nationales et la tutelle administrative et financière à 2 entités différentes et diamétralement opposées ne pouvait que créer cacophonie, blocage, coup bas sur fond de lutte d'influence et d'exaltation des intérêts avaricieux et retardataires. On vivait d'un côté une certaine insubordination de la fédération à l'autorité tutélaire
de l'autre côté, une absolue prégnance de l'autorité tutélaire qui parfois ne se référait pas à la fédération. À cela vous ajoutez des collusions parfois mafieuses qui s'étaient installées entre certaines autorités tutélaires et certaines autorités fédérales. Le toilettage du texte de 1972 par le chef de l'État Paul Biya le 26 septembre 2014 conférait à la FECAFOOT les pleins pouvoirs dans la gestion des équipes nationales de football. Si pour certains, ce fut un début de solution, remarque est pourtant faite que les mêmes problèmes de gestion persistent. Pour certains observateurs, c'est un problème d'homme qui fait ombrage aujourd'hui. Le débat porte aujourd'hui sur la compétence de la personne qui doit gérer cette coordination. On se rend bien compte que ce monsieur est incompétent. Ce qu'on était en droit d'attendre et ce que nous revendiquons tous, c'est que cette personne soit immédiatement virée. On a assez essuyé des opprobres comme ça, ce n'est certainement pas maintenant qu'il fallait en rajouter. Décidément, le feuilleton noir de la gestion administrative, technique et sportive des équipes nationales ne cessera d'attrister ses fidèles téléspectateurs. Eh bien, plus de peur que de mal, Olivier Simokingue, abandonné à Harare dimanche dernier, a rejoint le Cameroun ce jour. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter au micro de Yannick Bazoa. Je suis très heureux de venir au pays. J'ai été un peu triste, mais j'ai fait des déplacements au soleil, il m'a rassuré, il m'a parlé, il m'a dit, petit, tu sais, tu fais carrière dans le foot, dans le monde professionnel, c'est comme ça, tu vas te retrouver dans des endroits où tu ne connaîtras personne, la langue même, tu ne parleras pas pour un début. Et je me suis dit, c'est vrai, et ne donne la faute à personne. Il y a des erreurs, l'erreur humaine. Quelqu'un peut bien oublier de faire quelque chose et il y a des conséquences. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. Dans quelques poussières de secondes, nous allons parler de l'implication du Tchad dans la lutte contre Boko Haram aux côtés du Cameroun avec notre invité. A tout de suite. Eh bien, nous recevons donc une haute autorité du gouvernement tchadien. Il s'agit du conseiller à la présidence de la République du Tchad, Ibrahim Ahmed Koulamala. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il faut noter que, entre autres, vous êtes un homme politique, le président du mouvement socialiste africain Rénové. Oui. Vous avez également occupé plusieurs postes ministériels dans le gouvernement tchadien. Oui. Alors, avant de rentrer dans le vif, c'est à ce qui concerne l'actualité autour de cette lutte contre Boko Haram et l'implication du Tchad, la dernière actualité dans votre pays, c'est cette note que l'on a notée en ce qui concerne le port obligatoire de casque. Comment cette émeute s'est arrivée, s'est manifestée beaucoup plus au niveau des élèves, des établissements scolaires au Tchad? Monsieur Etienne, je crois que ce n'est pas une émeute, c'est des humeurs des étudiants ou bien des élèves. Dans n'importe quel pays, vous connaissez les caprices des enfants. Donc le gouvernement tchadien, soucieux de protéger l'émergence des jeunes et leur avenir, et comme dans tout ailleurs, s'est fait le souci de protéger ça sur le plan alimentaire, sur le plan sécuritaire et dans tout le plan. Donc le gouvernement voulait que les jeunes ne puissent pas avoir des problèmes d'accidents, de traumatisme crânien et tout ça. Et comme c'est eux, les jeunes qui utilisaient toujours les motos, et ça fait l'avenir du pays, le gouvernement a pris la peine d'informer, de vouloir les protéger en leur proposant, on n'a même pas imposé, hein, c'est-à-dire ils ont pris un texte pour dire que bon, pour l'avenir, il faut que les jeunes puissent se protéger parce qu'ils sont l'avenir du pays. Alors les lycées et les collèges qui ont fermé la porte ont rouvert entre-temps? Non, les lycées et les collèges n'ont pas rouvert parce que jusqu'à là, les gens sont en train de sensibiliser parce que la sensibilisation a manqué au départ. Et les gens ont pris mal par rapport à la demande de porter les armes alors que ce n'est qu'une garantie pour tout un chacun
se faire protéger par une casque quand on est sur une moto. D'accord. Oui. Alors, parlons à présent de l'implication de votre pays aux côtés du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Est-ce que le peuple tchadien se sent concerné par cette guerre? Quel est l'assentiment des citoyens tchadiens par rapport à cette lutte contre Boko Haram? Mais vous connaissez le problème de Boko Haram doit impliquer non seulement les Tchadiens seulement, toute l'Afrique. Toute l'Afrique, donc les Tchadiens, quand le président a essayé de poser le problème de venir au soutien du Cameroun pour combattre le Boko Haram, je crois que c'est même le Parlement a donné son aval. Donc la population était même joyeuse et ils sont prêts à content avec la fraternité qui existe entre ces deux peuples. Notre ami le Cameroun a un problème. Donc il est à nous, il est aux Tchadiens aussi, comme un seul homme, de venir à ses côtés, comme elle l'a fait elle aussi pendant les événements où on avait douloureux qu'on avait connus. Donc nous sommes, pour nous les Tchadiens, le Cameroun, le Tchad étant un même peuple, une famille. Les citoyens sont impliqués, concernés? Oui, bien sûr. Mais ils ont fait des marches, si vous avez dans tous les territoires tchadiens, tout le monde a soutenu l'acte combien courageux du président de demander à ce que notre troupe, vous connaissez que quand il y a guerre, il y a des sacrifices de sang. Et c'est quand même un sacrifice important. Alors, dites-nous, monsieur Ibrahim Ahmed, on se rappelle lors d'une dernière sortie du président Idriss Déby Itno qui a dit connaître très exactement où se trouvait le leader de cette secte islamiste qui est Aboubakar Shekau. Alors, le Tchad connaît-il véritablement où il se trouve, alors c'était juste un bluff? Mais vous pensez que des chefs d'État peuvent se permettre de bluffer? Et quand ils impliquent leurs compatriotes dans une situation comme celle-là? Non, je crois que notre chef d'État et tous les chefs d'État, ils ont leur canal de renseignement. S'il les dit, je ne peux ni affirmer ni infirmer, mais s'il les dit, c'est qu'il y a quelques vérités que... Sauf que jusqu'à présent, on reste toujours sans nouvelles du leader de cette secte islamiste. Mais vous connaissez que ce sont, pour nous, les gens quand ils font une guerre anonyme, ce sont des gens qui se confondent avec la population. Et il fallait beaucoup de stratégies et il ne faut pas que les gens puissent dévoiler les stratégies. Vous attendez, eux ils utilisent l'usure pour battre, le Tchad aussi, et comme le Cameroun sont en train de se chercher et ils trouveront la solution immédiate. Alors comment est-ce que, d'après vous, cette coalition entre le Tchad et le Cameroun pourrait-elle venir à bout de la secte islamiste Boko Haram? Mais nous avons affaire, comme je l'ai dit, à des bandits qui passent inaperçus, qui se confondent avec la population. C'est-à-dire qu'ils n'affrontent pas nos états de front. Donc pour nous, ce sont des lâches. Et pour ça, il fallait du temps, il fallait des renseignements, il faut mettre beaucoup de batteries pour pouvoir quand même les débusquer, même si nous les avons. Parce que supposons que s'ils ont des renseignements, ils se trouvaient confondus à la population. Vous voulez qu'ils massacrent la population? Il faut une stratégie pour pouvoir l'enlever. Alors, certainement, cette guerre que le Tchad mène à l'encontre de Boko Haram a certainement eu l'incidence sur le plan économique. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'incidence de cette guerre sur le plan économique au Tchad? Vous connaissez que le Tchad est un pays enclavé, et ça tout le monde le sait. Nous avons nos entrées par le Cameroun, par le Nigeria et les autres pays quand même qui ont une ouverture à la mer. Donc cette situation est très compliquée pour nous parce que nous avons avec la peur qui existait entre la route qui menait du port de Douala à N'Djamena, que les gens ne peuvent pas circuler, c'est vrai, c'est-à-dire ça a provoqué quand même un problème sur la flambée des prix parce que les convoyeurs, donc le Tchad subit quand même une inflation par rapport à cette guerre. Alors c'est qui soutient quand même la thèse de certains observateurs qui pensent que le Tchad ne fait pas que soutenir le Cameroun dans cette guerre, que c'est véritablement la guerre du Tchad. Mais de toutes les manières, ça ne change rien que ce soit la guerre du Tchad. Nous avons dit que le Tchad et le Cameroun est un seul peuple. Donc moi je pense que ceux qui disent ce sont des gens de mauvaise foi. Le Tchad s'est levé quand il y avait ce problème. Pour le moment, si vous voyez, c'est pas au Tchad que ça a commencé, même si le problème économique on peut importer d'ailleurs. C'est pas, même si on pense que la route Cameroun-Douala-N'Djamena nous crée des complications, nous crée des